Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire Veto Network sur le retour de Vivatech 2025. Je vois que les plannings doivent être tendus dans les cliniques Veto parce que vous êtes tous arrivés d'un coup 5 minutes avant la fin, enfin la fin du compte à rebours, on va dire. Je suppose que c'est aussi dû à l'activité estivale qui commence et qui attaque. Donc, bonjour Muriel, je suppose que vous m'entendez et que vous me voyez correctement. On va partir de ce principe-là. Je vois des bonjours et a priori ça fonctionne. Donc vous avez comme d'habitude, bienvenue à toutes et à tous, vous avez le chat où vous pouvez vous exprimer, où je vous mettrai des petits liens, comme par exemple le lien du groupe WhatsApp où vous êtes de plus en plus nombreux. On sera bientôt 300, donc vous pouvez venir faire un petit tour. Donc aujourd'hui, le but, c'est de vous faire un retour de Vivatech, qui est un événement mondial de la tech, et vous allez voir à quel point je vais en reparler. Quelques grandes tendances qui ont, je dirais, inspiré les différents stands, les différentes initiatives proposées. Vous montrer des initiatives en santé humaine, il y en avait beaucoup, comme d'habitude, je dirais, à Vivatech. Certaines étaient inspirées de nous, on avait l'impression pour certaines, d'autres sont cousines de la santé animale, j'en reparlerai dans cette troisième partie. Et puis après, faire un focus sur les rares initiatives en santé animale, je dis rares, il y en avait, elles étaient intéressantes, mais c'est vrai que il y a un petit côté déceptif peut-être par rapport à des salons comme le CES qui sont devenus très pet tech ou en tout cas e-santé animale. Et c'est pas vraiment encore le cas pour ce Vivatech. Donc, comme d'habitude, je vous laisse le temps d'arriver. Vous avez le chat, vous pouvez poser vos questions dedans. On va commencer dans quelques instants. Je vous mets aussi, il y en a toujours qui m'écrivent des petits mots pour dire ah, j'étais pas là, ou j'ai pas pu rester, ou je suis arrivé trop tard. Vous avez les replays des webinars qui sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube Veto Network. Là aussi, je vous conseille de faire un petit clic pour vous abonner. Vous serez notifié quand il y a des replays qui sont mis en ligne ou d'autres types de vidéos. Ça peut varier. Donc voilà un peu pour ça. Je vais attaquer tout de suite. Bon, je vais passer rapidement parce que là, je vois dans les présents, il y en a beaucoup, on se connaît en vrai. Donc, je suis Grégory Saint-Aner, vétérinaire de formation, explorateur numérique, on va dire ça comme ça, avec Veto Network et puis quelques autres activités entrepreneuriales. Et si vous voulez suivre mes aventures avec mes différentes casquettes, on va dire, vous pouvez, le mieux, c'est d'aller sur LinkedIn. Certains y sont. C'est souvent comme ça qu'on s'est trouvé. Et de voir un peu ce que j'y publie assez régulièrement. J'essaye tous les jours, mais des fois, c'est pas facile parce que le quotidien va trop vite comme pour vous. Dernier point, voilà, vous êtes pas mal déjà à être dedans, mais le groupe WhatsApp que vous pouvez rejoindre, je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, on va commencer avec cet événement mondial de la tech qui est Made in Paris, parce qu'en fait, on est un peu surpris, on est en France, on se dit c'est Vivatech, c'est cool, ça va être un salon en français, et en fait, non, c'est un salon purement anglophone, alors qu'on est porte de Versailles au Parc des Expos. C'était la 9e édition, ils vont fêter leur 10e anniversaire l'année prochaine, là, ils commencent déjà à envoyer des pubs parce que je pense qu'ils veulent exploser les compteurs. Comme vous pouvez le voir, en fait, ça a grossi, grossi, grossi. J'avoue qu'en tant que visiteur, c'est pas forcément la partie la plus agréable du salon parce que là, c'était vraiment les allées étaient pleines et bondées. Salut Claude. Les, les allées étaient pleines et bondées puisqu'on a quasiment pas loin de doubler le nombre de participants sans forcément étaler beaucoup la surface. Voilà, hormis en post-Covid en 2022 où on s'est retrouvé à être un peu moins de 100 000, sinon ça pousse, ça pousse et donc ça s'annonce comme en termes d'audience le plus grand salon mondial. C'est plus orienté business que démonstration. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on sent qu'il y a des gens qui sont là pour faire des affaires, pour se connecter entre eux, pour faire du business.
dans le bon sens du terme, il n'y a pas de problème à ça. Et il y a moins de démonstrations de gadgets ou d'outils un peu fun. Ça veut dire aussi que il y avait 4000 exposants à peu près. On passe son temps à regarder des petites pancartes pour ceux qui ont été. J'en reparlerai d'ailleurs parce que c'est une grosse présence vétérinaire cette année. C'était la première fois que je voyais ça. Donc des petites pancartes où en fait vous avez le nom de la société et puis deux, trois lignes qui disent vaguement ce que ça fait. Il faut s'y pencher en anglais bien sûr. Et donc ça veut dire que voilà, on lit des tartines de choses en se disant c'est dans quel domaine, ça souvent c'est marqué, et surtout qu'est-ce que ça fait concrètement. Et donc c'est pas toujours évident de distinguer tout ça. C'est un lieu politique également. Je vais en reparler dans les grandes tendances où des personnes influentes, on va dire, de ce monde viennent pour soit visiter le salon, soit pour faire des annonces. On va en reparler un petit peu. Euh, voilà. Au final, beaucoup d'initiatives. On retrouve un peu ce mur que j'aime bien prendre en photo plutôt au CES avec de nombreux exposants, très nombreux exposants. Ce grand hall 1 qui était plein, le hall 2 aussi était quasiment rempli. Voilà. Après, ça fait du volume. Est-ce que pour autant, ça fait des choses intéressantes? Bah, cette année, un peu moyen. Après, une fois que je me suis lancé, j'ai pas non plus mis 15 ans à vous trouver des choses, j'espère, intéressantes à vous partager. Mais c'était pas forcément un cru foufou en termes d'impression. On a partagé ça aussi avec d'autres personnes habituées. Je pense à Annick Valentin-Smith, la présidente de Vet in Tech, qui disait elle aussi, voilà, ça n'avait pas enchanté non plus. C'est un lieu, comme je vous disais, où viennent des gens connus, en tout cas connus dans la tech. Je pense ici, voilà, quand on prend la liste des intervenants qui viennent faire un talk ou une rencontre ou de choses, on avait le patron de Nvidia. Alors Nvidia, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, c'est des fabricants de processeurs, en fait, hein, qui font tourner l'IA, qui font tourner les data centers, ce genre de choses. On avait aussi Arthur Mensch, qui est le dirigeant de Mistral, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une IA française, et je reparlerai un petit peu après. Et puis, voilà, des gens comme une des patronnes de la NASA, le boss de LVMH, le boss de Sanofi. Enfin, voilà, c'est un peu quand même un des boss d'Anthropic. Enfin, il y a quand même du beau monde qui vient se rencontrer dans ce genre d'endroit pour donner, je dirais, des signaux et des tendances. Au final, au niveau show, bon, j'ai retrouvé quelques petites initiatives. Ameca, le robot qui a un faciès très, comment dire, expressif, qui était sur le stand canadien et il y avait toujours du monde autour. On voit que ça attire. Au milieu, du coup, vous pouvez voir le fameux taxi automatique de Tesla. Vous en avez peut-être entendu parler aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, parce que c'est les premiers lancements au Texas de ces taxis totalement autonomes. Voilà, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Cette voiture à 4 places, il n'y a pas de volant, il y a juste un écran, et donc on s'imagine qu'on va monter là-dedans. Pour l'instant, à ma connaissance, il y a encore des pilotes à distance qui tiennent un volant par sécurité, donc on n'est pas encore dans une automatisation complète chez Tesla. Et puis ce petit robot là, qui est un robot poubelle assez marrant, qui vient vers vous, qui essaie de vous éduquer en vous donnant des motivations à jeter des choses à la poubelle. Pour la petite blague aussi, il y a les robots de Unitree que j'avais publié sur LinkedIn en train de courir. C'était un peu flippant, qui a couru jusqu'au stand Tesla qui était assez loin pour venir narguer Optimus, le robot Tesla qui était dans sa vitrine. Voilà, bon, pas trop de show, pas trop de choses spectaculaires. Et puis bon, après, il y a peut-être aussi le fait que c'est la 6e fois que j'y allais et à force, on est peut-être un peu moins étonné, même s'il y avait des choses étonnantes. Les grandes tendances qui vont nous impacter, je vais passer rapidement pour y revenir dans les questions, hein. Donc, comme d'habitude, j'essaye de finir vers 13h15. Je laisse un peu de place pour des questions. Le but étant de vous libérer à 13h30 pour reprendre vos activités. Dans les grandes tendances, je pense que le mot que j'ai le plus lu, vu ou entendu, c'est le mot souveraineté. Pour expliquer un peu ce concept facilement, pour ceux qui ne sont pas familiers de ça, qui regarderont peut-être le replay, concrètement, jusqu'à l'année dernière, bon, on avait de l'IA, on avait des données hébergées, et à part certaines très grosses entreprises, on ne se posait pas tellement de questions de où c'était hébergé, par qui c'était hébergé, et comment ça fonctionnait. Il
y a eu un petit changement gouvernemental et présidentiel aux États-Unis début 2025 qui a un peu rebattu la donne avec, je dirais, des années de tranquillité et de confiance qui ont disparu. Euh, Pourquoi? Tout simplement parce que la façon de voir l'hébergement des données et l'utilisation de l'IA en Europe avec le IA Act européen versus le Cloud Act américain, c'est pas la même chose. Pour simplifier les choses, si vous hébergez des données aux États-Unis actuellement, et par exemple c'est mon cas, hein, très clairement, je fonctionne avec Google Workspace, eh bien s'il y avait une enquête de police, enfin quelque chose comme ça, concrètement mes données, elles seraient utilisées, elles pourraient être transmises au gouvernement américain. Alors dans un État qui serait complètement de droit, je dirais que c'était pas trop inquiétant avant. Vu ce qui se passe depuis quelques mois, il y a des entités ou des pays d'ailleurs qui ont commencé à s'inquiéter de se dire, mais en fait, toutes nos données sont dans des endroits qui sont moins sécurisés qu'avant. Donc, on va essayer de changer la donne. Et la grosse annonce de Vivatech, c'est le partenariat entre Nvidia et Mistral, justement, qui est l'IA française, avec la volonté de mettre en place une infrastructure de cloud, donc là où on peut héberger des données et les analyser avec de l'IA grâce à la puissance technologique de Nvidia et sur un système qui s'appelle Mistral Compute et qui va être hébergé en Europe, donc avec les règles européennes. Et donc, ce qui fait que toutes les grandes boîtes qui voudraient fonctionner avec un système d'hébergement et d'analyse de données plus sécurisant, on va dire ça comme ça, vont pouvoir le faire. Et cette notion de souveraineté, vraiment, elle était poussée sur de nombreux stands en dehors de ces annonces-là. Vous avez quand même là une annonce où sur la même, comment dire, sur le même stand, vous avez Arthur Mensch, le patron de Nvidia, Emmanuel Macron qui est là pour mettre en avant l'annonce, et puis l'organisateur de Vivatech. Donc c'est quand même une des annonces majeures de ce salon qui a mis la souveraineté en lumière et l'importance d'être souverain dans l'utilisation de ces données. C'est des éléments qui peuvent être pris en compte dans la réflexion, même en tant que vétérinaire. On peut y réfléchir, c'est pas inintéressant. L'autre point qui m'a frappé dans les tendances, c'est l'automatisation des RH. Alors, j'ai mis un jour pour nous en plaisantant pour les vétos, parce qu'actuellement, on est encore sur une forme de pénurie, même si ça, comment dire, ça semble se terminer, cette notion de pénurie de vétérinaires, et on nous annonce une pléthore pour dans quelques années. Et justement, cette notion de pléthore et de comment on gère les RH aujourd'hui dans d'autres industries que la nôtre, il y avait des expériences assez étonnantes. Je pense à Airsight, qui est un système de sélection de candidats avec carrément l'accès à 1 milliard de candidatures potentielles. Donc, ça veut dire que voilà, quand quelqu'un cherche un boulot, il confie la mission de chercher le bon candidat à Airsight, et il y a l'accès à des banques de données gigantesques, l'utilisation d'outils d'IA pour essayer de trouver la bonne personne pour le bon poste. Donc ça, c'est une façon de faire très data orientée, alors que ceux qui sont parmi nous et qui bossent dans des grandes boîtes connaissent, hein, ça existe déjà. En veto, pas trop, mais bon, qui sait, peut-être que dans quelques années, on aura, comme au bon vieux temps de ma sortie d'école, 40 candidatures et il faudra bien trancher. Donc peut-être qu'on aura des outils comme ça. Et puis un autre outil un peu surprenant, ce CV Maton, qui est une sorte de cabine comme de photomaton, d'où le nom, et qui va filmer et analyser les candidats qui viennent postuler dans cette cabine pour des postes. Donc l'idée, voilà, c'est un recrutement dit ludique. J'avoue que moi, je ne sais pas si je serais super rassuré d'entrer dans cette cabine avec la capacité en postant ça, par exemple, près d'écoles ou près de zones de concours, de recruter plus facilement. Donc voilà pour des expériences en RH avec une forme d'automatisation qui est de plus en plus présente. Le quantique aussi, ordinateur quantique. Alors là aussi, j'ai essayé de réfléchir à comment essayer d'expliquer ça pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui auraient peut-être déjà entendu. J'avais fait un sondage sur le groupe WhatsApp pour dire qui a déjà entendu parler de ça, et peu de gens en avaient entendu parler. Donc ici, vous avez une photo d'un ordinateur quantique et en fait, si vous avez des notions vraiment basiques d'informatique, vous avez peut-être déjà entendu dire que c'était des 0 et des 1. En fait, les instructions informatiques, c'est un alignement de 0 et de 1. Et on appelle ça des bits, en fait, bit 0, bit 1. Et dans le cadre de l'ordinateur quantique, on va utiliser les propriétés
moléculaire, on va dire, en tout cas atomique, pour avoir quelque chose en fait où là où c'est soit zéro soit un dans l'informatique classique, les qubits peuvent être 0 ou 1 en même temps. En fait, voilà, dans des temporalités différentes. Pour ceux qui ont vu des films genre Interstellar ou des choses comme ça peut vous parler. Et avec des qubits qui peuvent en plus avoir des relations les uns aux autres, ce qui fait que schématiquement, et je vais en rester là, il y a plein d'explications sur Internet sur comment ça marche, ça permet d'avoir une informatique extrêmement puissante en termes de capacité de calcul. Euh, Effectivement, Marc, on pourra en reparler, c'est une bonne remarque sur le recrutement. Grosse puissance de capacité de calcul et avec des impacts en particulier dans des notions de sécurité, la cybersécurité. Vous vous souvenez, on vous dit aujourd'hui, bah, il faut pouvoir mettre des mots de passe très sécurisés avec des arrobas, des dièses, des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules. Ça, c'est dans un cadre d'informatique classique, parce que, en gros, plus votre mot de passe est complexe, plus un outil d'informatique classique qui va tester toutes les formules va avoir besoin de temps pour fonctionner, pour craquer votre code. Là, avec l'ordinateur quantique, qui a une grosse puissance de calcul, mais quand je dis gros, c'est beaucoup, beaucoup plus que l'informatique classique, bien, ça veut dire que même des codes classiques pourraient être craqués. Ce qui a quand même des implications en termes de sécurité d'État, sécurité bancaire, sécurité. Enfin, voilà, on pourrait déstabiliser beaucoup de choses avec les ordinateurs quantiques. Étonnamment, un des stands où j'ai vu le plus d'initiatives ayant trait aux ordinateurs quantiques, c'est le stand de l'armée, qui là aussi utilise ce type d'ordinateur pour gérer des problèmes complexes, bah, typiquement intercepter des missiles ou mettre en place des opérations militaires complexes. Malheureusement, je dirais qu'en ce moment, c'est d'actualité. Donc voilà à quoi sert ce quantique. On aimerait que ça serve plus pour des choses de progrès. Alors c'est aussi le cas, hein, on a du usage d'ordinateurs quantiques pour des recherches de nouveaux médicaments ou ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est beaucoup utilisé pour des notions de sécurité, d'où l'intérêt là aussi de pouvoir développer ce genre de choses en propre pour avoir une souveraineté quantique aussi. Les lunettes pour presque tout faire, plus ludique, vous allez voir, on va se détendre. J'en ai testé de deux types. Les nuances audio de Essilor Luxottica de mémoire, qui sont plus pour des personnes qui auraient des déficits d'audition. Alors, pas le déficit d'audition, vraiment, on est complètement sourd, on va dire, mais quand on commence à moins bien entendre, j'avoue que je suis presque pas loin de ça, donc c'était intéressant de tester. Et avec la capacité en fait à faire des programmes où on va se mettre soit en écoute sur une personne quand on est 1-1, soit en écoute globale active. Et concrètement, ça marche très bien pour entendre la conversation qui est à la table d'à côté. Donc attention si des gens ont ce genre de lunettes près de vous. Donc ça, c'était assez amusant et intéressant et ça fonctionne plutôt bien. Et puis les autres lunettes que vous voyez sur mon visage, c'est les fameuses lunettes dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est un partenariat entre Meta et Ray-Ban. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir tester ça tranquillement le vendredi matin où c'était plutôt calme. Les gens avaient peut-être fait la fête le jeudi et du coup, le stand n'était pas pris d'assaut comme les autres moments où j'ai visité pendant les 2 jours où j'étais présent. Et donc là, les méta, ça commence à être pas mal. Je les avais testés au tout début quand c'était sorti. C'était plus lourd, moins confortable. Là, on est sur une paire de lunettes classique, batterie quelques heures, donc ça peut être un peu frustrant. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire pas mal de choses. Ça peut, grâce à la caméra qui est sur le côté. Alors vous voyez là la caméra, on voit un point blanc en fait sur la branche de la lunette. Ça veut dire que ça enregistre. C'est aussi, il y a plein de questions de comment on va protéger notre vie privée avec ce genre d'outils. Donc là, ça signale encore que ça enregistre, mais bon, à la limite, on pourrait peut-être mettre un petit scotch noir. Et donc, on peut filmer ce qu'on veut, prendre en photo ce qu'on veut. On peut aussi, puisque maintenant il y a de l'IA générative dedans, l'IA générative de Meta, poser des questions sur ce qu'on voit, poser des questions pour résoudre des problèmes sur ce qu'on visualise. Il y a également, et c'est peut-être la fonctionnalité qui était la plus bluffante parce que ça commence à être vraiment bien abouti, la possibilité en fait de parler avec quelqu'un en face dans une autre langue et on a la traduction en temps réel dans ses oreilles. Autre chose qui est assez intéressante, on pourrait se dire je vais gêner tout le monde, mais en fait le son est vraiment fait pour être juste autour de votre oreille et donc il n'y a pas de, je dirais qu'il n'y a pas de gêne comme ça. Sur la traduction, c'était vraiment intéressant. Je discutais avec quelqu'un qui parlait espagnol et moi français. Et vraiment, c'était assez correct en fait. Pas parfait,
mais on sent vraiment que le temps où on va pouvoir discuter dans d'autres langues plus facilement va arriver. Dernier point de tendance, je dirais, alors c'est pas une tendance, mais ça m'a fasciné ce petit outil que vous voyez là, qui est en fait microscopique, qui se voit pas du tout à l'œil nu. Il faut un vrai bon fort microscope pour ça, parce que ce genre de petite capsule avec quatre petites billes que vous voyez là, c'est un micro-robot qui va avoir la capacité à aller capturer des cellules à l'unité, y compris des spermatozoïdes. Alors là, on le voit pas très bien en transparence, mais il y en a un dedans. Et en fait, après, avec des petits lasers, on va pointer sur les 4 billes et on va pouvoir déplacer ce petit contenant avec le spermatozoïde pour l'amener à une ovule. Donc, on utilise c'est Movalife qui fait ça, qui était sur le stand du CNRS, qui est souvent un stand assez riche en innovation. Alors, ils en sont encore au stade recherche, hein, ça, c'est pas produit, mais l'idée derrière, c'est d'améliorer grandement les techniques de fécondation in vitro je dirais, en amenant le spermatozoïde directement au bon endroit et en le maintenant aussi dans un milieu de vie favorisant la fécondation. Donc, à suivre, à voir, mais je trouvais que c'était intéressant et pour le coup, ça, ce genre d'outil, ça peut être aussi tout à fait pertinent et adapté pour de la sauvegarde de faune sauvage ou des choses comme ça quand on a des difficultés reproductrices avec certaines espèces. Donc voilà pour ces petits robots qui étaient assez fascinants. Là aussi, j'avais publié ça sur LinkedIn pour vous montrer. Passons à la santé humaine. Santé humaine avec quelques initiatives, j'aurais pu en montrer beaucoup plus. Je me suis concentré sur quelques-unes qui m'ont frappé, soit par le côté innovant, et c'est le cas de la première. J'ai trouvé ça sur le stand de Amazon. Donc Amazon, vous voyez les petits colis qui arrivent dans votre boîte aux lettres, mais en fait, une des grandes capacités et un des grands pans de travail d'Amazon, c'est l'hébergement des données avec AWS. Et je dirais, ça c'était au début, ils faisaient que ça, et maintenant, depuis de nombreuses années, non seulement ils hébergent les données, mais ils fournissent des outils pour travailler sur les données qu'ils hébergent, et en particulier des outils avec de l'IA. Sur 51, c'est une initiative qui est assez maligne dans l'approche. Ce qu'ils se sont dit, c'est ils ont pris des cancers graves, type cancer du pancréas, cancer des poumons, enfin des trucs malheureusement qui font beaucoup de mortalité encore maintenant. Et ils se sont dit, on va étudier les données ADN et les données omics, pour ceux qui étaient là au dernier, donc des différents métabolites, des personnes qui survivent à ces cancers. Voilà. Donc, alors souvent, là sur la démo, ils annonçaient 3% de survivants, en fait, de survivors, comme ils disent. Et donc, on va étudier à fond les données métaboliques, génétiques, biologiques de ces 3% de personnes qui survivent à ce genre de cancer très agressif pour essayer d'en déduire soit des traitements, soit des adaptations, des thérapies géniques, des choses comme ça. Donc j'ai trouvé l'idée intéressante et surtout l'idée, voilà, des fois on critique un peu Amazon, j'en fais pas partie, je trouve qu'il y a des choses qu'ils font qui sont bien. Et là, en l'occurrence, avoir la puissance d'hébergement et la puissance de calcul de AWS pour trouver ce genre de choses, je trouve ça intéressant. Autre initiative, et on va retrouver des cousins. Alors, je ne sais pas s'ils se sont inspirés de ce qu'on fait en médecine, en santé animale, ou s'ils ont creusé leur trou. C'était deux outils, OneScope et Resmonix. Alors, OneScope, je dirais il y a rien de spectaculaire, on va dire, même si ça marche bien sur les humains. C'est un stéthoscope connecté, tout simplement, qui fait du dépistage de bruit respiratoire et en l'occurrence là qui a démontré la capacité à détecter précocement des bronchopneumopathies obstructives, on va dire, grâce à une écoute au stéthoscope, là aussi avec une capacité à écouter ça mieux et plus en avance qu'un humain. On retrouve un peu, moi j'ai appelé ça un cousin de Wissapet. Wissapet, j'en avais déjà parlé dans mes retours du CES et VMX, je crois qu'ils ont fait les deux encore cette année. C'est un stéthoscope connecté pour chiens et chats et qui écoute les bruits cardio-respiratoires et qui là aussi va avoir la capacité à dépister en fait précocement certaines pathologies cardiaques en particulier. L'autre outil qui était assez intéressant, alors
je vois que j'ai marqué Resmonsis, donc c'est Resmonix, qui évalue les taux et les bruits ambiants. C'est-à-dire que vous voyez ce boîtier-là, blanc, qui ressemble un peu à une enceinte connectée, il va être disposé dans différents lieux hospitaliers. Ça s'adresse au milieu hospitalier et en fait, en permanence, il va capter des bruits, en particulier des bruits respiratoires, des toux, des choses comme ça. Donc, il peut être mis dans la chambre des malades, il peut être mis aussi dans les couloirs pour capter l'ambiance sonore du personnel. Et avec, en analysant tout ça, la capacité à dépister précocement des démarrages d'épidémie, dépister également, alors je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais il présentait ça comme ça a la capacité visiblement à entendre le bruit d'une désinfection manuelle quand on se lave les mains ou quand on, en tout cas la fréquence probablement. Et donc ils étaient capables de, je dirais, d'aider à faire en sorte qu'on se lave plus les mains dans les milieux hospitaliers. J'ai trouvé ça intéressant et ça m'a rappelé là aussi quand je vous parlais de cousinage, SoundTalks, qui est une initiative en élevage porcin qui existe maintenant depuis plusieurs années en milieu vétérinaire avec les microphones qui tombent au-dessus des cages d'élevage porcin et qui vont là aussi capter les bruits respiratoires et avoir la capacité de manière précoce de dépister des troubles respiratoires, des infections respiratoires, avec même depuis peu. Alors, vous avez présenté ça à Vivatech il y a un an, à Vivatech, à Numanima, pardon, il y a un an, la capacité, en fait, en fonction de la typologie de tout, de dépister l'agent pathogène potentiellement en cause. Donc ça, c'était voilà, vraiment intéressant de voir des convergences. Alors, qui a inspiré qui, je ne sais pas, mais l'idée globale d'écouter l'ambiance d'un endroit ou d'un environnement, ça peut être peut-être une clinique vétérinaire, ou écouter bien sûr les bruits cardio-respiratoires d'une personne avec le traditionnel stéthoscope, mais augmenté de capacité de captation et d'intelligence artificielle pour dépister des petites choses qu'on ne pouvait pas voir, c'est quelque chose qui est assez intéressant et à garder en tête parce que ça va rester une tendance certainement en santé humaine et animale. Autre cousin, je dirais, j'ai fait une série de cousins. Euh, C'était assez étonnant de voir, là je dirais que c'est la technologie qui essaye de ressembler à l'animal, avec Sense Biotech, qui est, je vais essayer de vous expliquer ça simplement, de ce que j'en ai compris en tout cas, la capacité d'un appareil à dépister des composés volatiles, en fait, de les quantifier et de pouvoir en déduire précocement là aussi, avant même l'apparition de symptômes cliniques visibles, l'existence de certaines pathologies, en particulier les cancers. On retrouve un peu la même idée que les chiens renifleurs, hein. C'est pour ça que j'ai mis Nosaïs, pour ceux qui connaissent l'initiative, c'est-à-dire la possibilité de capter des composés volatiles avec une simple capsule. Avantage, c'est pas très invasif, voire même pas invasif du tout. Ça va vite, c'est indolore, il n'y a pas de contrainte. Et ensuite de mettre ces capsules dans un dispositif qui possède des nanocapteurs qui ressemblent un petit peu, je dirais, dans l'idée, en tout cas aux capacités olfactives des chiens. Et donc, avec ça, la capacité, et puis bien sûr, un peu dit parmi tout ça, de pouvoir dire très, très, très tôt l'existence de certaines maladies, en particulier, là, il travaille beaucoup sur les cancers. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, ce côté inspirons-nous de ce que sont capables de faire les animaux et essayons de le reproduire informatiquement, numériquement, pour avoir des résultats intéressants en termes de dépistage et de santé. Dernier sujet que je voulais aborder sur la santé humaine avec des outils intéressants, il s'agit d'EmoCare. EmoCare, comment ça fonctionne? Ça part d'un principe, enfin plutôt d'un constat. Il y a souvent ça d'ailleurs dans ce genre de start-up, c'est dire bon, il y a un problème en France. Bah, le problème en France, c'est que la santé mentale va pas super bien. Bah, d'abord parce que les gens ont plus de problèmes qu'avant, et puis également parce qu'il y a moins de ressources en termes de médecins, d'accès aux soins. Donc là, l'idée avec l'outil DemoCare, c'est la possibilité pour les patients, à partir de l'analyse de la voix, à partir de l'analyse également de selfies vidéo fait régulièrement, d'évaluer, en tout cas pour les personnes qui ont des troubles de l'humeur, le niveau
de bonne humeur ou de troubles de l'humeur, justement, qui dégénèrent. Il y a quelques cas d'usage qui sont présentés sur le site avec, par exemple, des troubles bipolaires, des choses comme ça. Et la possibilité, je dirais que pour le soignant, de suivre un peu à distance des personnes qui auraient des phénomènes de décompensation. Tout ça, bien sûr, avec des algorithmes développés de manière assez sérieuse par Central Supélec, qui s'implique de plus en plus dans la santé animale. Le but, c'est un peu de définir ce qu'ils appellent des biomarqueurs digitaux émotionnels. Alors, au début, on lit ce mot-là, on se dit waouh, qu'est-ce que ça veut dire que ça? Et donc, voilà, des tendances, en tout cas des observations d'évolution, en fait. Hein. C'est pas autant T en disant là, ça va pas. C'est plus en fonction de l'évolution de pouvoir dire quelqu'un va moins bien. Et donc, avec deux parties dans EmoCare, une partie pour le suivi des médecins, et puis une partie aussi pour les patients avec des espèces de, de fonctionnement, en tout cas d'outils de thérapie cognitive numérique. Hein, c'est des choses qui existent sur une application pour essayer à mieux supporter des troubles de l'humeur qui seraient problématiques. Donc voilà, en santé humaine, hein, comme toujours, il y a des choses assez novatrices, je pense en particulier les composés volatiles, et qui vont nous emmener vers une médecine encore plus prédictive, encore plus de dépistage précoce et ce genre de choses. Dernière petite chose, je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais j'ai trouvé ça intéressant. C'était la première fois que c'était exposé de manière aussi nette, même si c'est des technologies qui existent depuis quelques années. C'est la capacité à imprimer du métal. Donc, vous avez tous maintenant, je suppose, déjà vu des imprimantes qui impriment du plastique. Il y avait même au dernier à Cavette, le trophée a été fait en temps réel par une imprimante qui a imprimé le trophée. Là, maintenant, on en est à imprimer du métal assez facilement, entre guillemets. Euh, C'était assez intéressant dans les boîtes qui font ça. J'ai été voir un peu sur leur site internet. Il y en a qui annonçaient la capacité à imprimer du titane pour des prothèses ou pour réparer des os ou des choses comme ça. Donc peut-être un jour, voilà, au lieu de commander son petit matériel d'ostéosynthèse, on dira, voilà, j'ai besoin de ça pour tel animal, de tel modèle, et puis ça arrivera imprimé par coursier, peut-être par drone, voilà. Qui sait, mais en tout cas, c'était assez étonnant de voir ces objets en métaux qui étaient sortis d'une imprimante. C'est vraiment assez révolutionnaire en termes de conception par rapport à ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent au niveau métallurgie. Sur les initiatives en santé animale, comme je vous l'ai dit, rares. Ça, c'est probablement une déception dans le sens où, voilà, le Consumer Electronics Show à Las Vegas, depuis 2 ans, je dirais, a pris un vrai virage santé animale où il y a plus d'initiatives visibles. On est passé, voilà, avant 10, 20, 30. Là, on dépasse facilement les 50, 60 avec plus de diversité, que ce soit en élevage ou en santé des animaux de compagnie, des grands noms aussi qui se montrent. Et on pouvait s'attendre à ce que ça puisse être le cas de manière similaire à Vivatech. Pour l'instant, c'est pas le cas. Peut-être l'année prochaine. Question de marché aussi, peut-être. Donc, il y a des acteurs qui sont connus qui étaient là. Je pense à PetNow, dont je vous ai déjà parlé. PetNow, c'est un système de reconnaissance de l'identité d'un animal, les chiens par la truffe, les chats par la face. Donc, PetNow se développe et cherche à se développer en Europe. Bon, cherche à nouer des partenariats avec des entités officielles, comme par exemple nous, ICA. Donc, pour l'instant, ça n'arrive pas à conclure. Donc, Petno cherche à faire d'autres types de partenariats. Ils ont participé, par exemple, à la finale du Orange Hackathon API de janvier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est en gros Orange qui fait bosser des boîtes pour essayer de voir s'ils arriveraient à les connecter, les fameuses API ou passerelles, pour ceux qui ne connaissent pas encore ça, à les connecter à la base Orange ou aux outils Orange pour travailler ensemble. Donc, Petno était en finale, donc ça c'est quand même intéressant. Et ça leur a permis de travailler à développer un système d'alerte locale en temps réel, alors qui est en cours de développement, c'est pas encore abouti. L'idée générale, c'est votre chien qui est enregistré dans la base PetNow disparaît, voilà, fugue, se sauve, s'en va. Eh bien, vous lancez une alerte qui va déclencher des envois de SMS à d'autres utilisateurs PetNow qui seraient dans la zone. Donc, c'est basé sur une notion locale et qui vont être invités à, je dirais, ouvrir l'œil, regarder ce qui se passe, peut-être scanner des animaux qui pourraient ressembler à ce chien-là. Et voilà. Donc, voilà un peu le partenariat.
entre PetNow et Orange. Un autre type de partenariat qui a été marquant parce que c'était une présentation. Donc, ça veut dire que ça avait vraiment une visibilité. Il y avait du monde. Alors, clairement, tous les vétos de Vivatech, qui faisaient Vivatech, c'était donné rendez-vous, en tout cas ceux qui étaient là pour voir cette présentation. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de dire que, genre, j'en reparlerai un peu après, c'était une année où il y avait, c'est l'année où il y a eu le plus de gens vétos que je connaissais qui étaient présents à Vivatech. Donc, on voit que même s'il n'y a pas d'initiative, il y a des observateurs. Donc, ce partenariat entre Royal Canin et IBM, de quoi s'agit-il? Ce qui nous a été présenté, c'est un cas d'usage. Donc l'idée est de dire, bon, Royal Canin a des données, et on va en reparler, c'est des données d'essais cliniques chez le chat. Et puis IBM a de la puissance d'analyse et de calcul, on va dire. Donc voyons ce qu'on peut faire ensemble avec toutes ces données. Là, le cas qui était abordé, c'était les essais cliniques nutritionnels sur un groupe de chats. Donc ça, comment ça se passe d'habitude? Voilà, il y a des chats qui vivent dans des bonnes conditions. Ceux qui ont déjà visité des installations Royal Canin savent qu'ils sont plutôt chouchoutés. Donc ça se balade, vous avez une dizaine de chats et puis il leur est fourni de la nourriture régulièrement avec des box en fait où ils viennent manger et on essaye d'observer en fait comment ça se passe pour savoir ce qu'ils préfèrent, leur comportement vis-à-vis de la nourriture et ce genre de choses. Actuellement, enfin en tout cas jusqu'à il y a peu, ces tests cliniques se déroulaient sous contrôle vidéo et les vidéos ont ensuite été regardées par quelqu'un, un humain, qui pour chaque protocole de test de 2 semaines se regardait 60 heures de vidéo. Donc, autant vous dire qu'il fallait être attentif. Avec certaines limitantes, hein, il y avait uniquement le premier repas qui était regardé. Si le chat revenait manger plus tard, c'était pas forcément regardé. Difficulté à suivre tous les chats dans leur déplacement post-repas parce qu'il n'y avait pas que le moment du repas qui était analysé. Et puis voilà, ça restait une personne humaine qui regarde une vidéo 60 heures. Enfin, voilà, c'est un boulot pas évident, ce qui fait qu'en plus, de toute façon, c'était pas appliqué à tous les protocoles d'essai parce que trop de données, impossible à gérer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? IBM a vu tout ça, a dit, OK, nous, ce qu'on est capable de faire, c'est de suivre les chats. Et on voit sur cette vidéo, enfin, cet extrait de vidéo, qu'il y a la capacité à suivre les chats en fonction de, voilà, de tout un tas de données, de les suivre en train de se déplacer. On a vu une vidéo qui était assez marrante où ça suivait. Donc, on peut savoir qui fait quoi. Par exemple, on peut savoir quel chat fait la sieste après avoir mangé, ou au contraire est très agité. Enfin voilà, on peut suivre beaucoup de comportements. Et puis, il y avait également des analyses de vidéos faites de face sur la gamelle. Donc là aussi, on peut suivre assez finement le comportement de prise alimentaire de l'animal. Et au final, voilà, ça permet vraiment une analyse des données beaucoup plus poussée, complète, permanente. C'est-à-dire, il n'y a pas que le premier repas qui est fait, c'est surveillé tout le temps et avec beaucoup plus de finesse. Et au final, ce protocole de suivi d'essais cliniques augmenté par l'intelligence artificielle, il est passé de ça à ça. Vous vous souvenez, je vous avais dit, on ne surveille que le premier repas qui est filmé, analysé. Là, maintenant, de par la puissance de calcul et de traitement, tous les repas sont analysés. Vous vous souvenez de cette personne qui se tapait 60 heures de vidéo pour essayer de comprendre. Et bien maintenant, c'est beaucoup plus court, c'est seulement 6 heures pour plus regarder les résultats de l'analyse. Donc, on peut faire beaucoup plus d'analyse. Il y avait une douzaine de comportements qui étaient analysés dans les vidéos auparavant. Grâce à la finesse de l'analyse, à la persistance de la vidéo, on est passé à 40 comportements désormais suivis et analysés. Donc, c'est extrêmement riche pour comprendre finement comment se passe le repas du chat. Et puis, auparavant, tous les protocoles n'étaient pas analysés par vidéo et c'est désormais le cas de 100%. Donc, vous voyez, c'est vraiment un exemple. C'était très intéressant parce que c'était simple, entre guillemets. Alors, bien sûr, la technique derrière n'est pas simple, mais extrêmement concret dans l'apport de l'intelligence artificielle sur la finesse d'analyse de ces essais cliniques. Donc, ça, c'était vraiment très, très, très chouette. Et ça a beaucoup intéressé le public qui posait des questions sur tout ça, y compris les non-vétérinaires qui étaient épatés de voir ce qui pouvait se faire de ce côté-là. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou même des remarques, on les traitera par la suite. J'arrive tout doucement sur la fin.
Il y avait une autre initiative qui était présente. Alors, j'ai malheureusement pas réussi à me connecter en direct avec la fondatrice de Sylvester qui était sur le pavillon canadien, mais on doit se revoir en visio dans les jours qui viennent. Sylvester, c'est une initiative qui est là depuis un certain temps, qui est basée sur des technologies, ou en tout cas des études de ce qu'on appelle l'échelle des grimaces félines, c'est-à-dire la capacité, en fonction de comment on analyse le visage, la face du chat et certaines données en particulier. Vous voyez des mesures en fait, hein, entre les pointes des oreilles, la base des oreilles, la taille des yeux, leur forme, leur orientation. Enfin, voilà. Tous ces éléments-là, vous avez peut-être déjà vu des publications qui expliquaient voilà, comment analyser si un chat est bien ou pas bien en hospitalisation. Ça part de ces études-là, qui ont été beaucoup faites en Écosse et à Montréal. Et derrière, donc l'idée de Sylvester, c'est avec une appli où on fait des selfies du chat, de pouvoir évaluer si le chat se sent bien ou pas. Pour l'instant, je pense que ça demande encore à être creusé. Ça ne serait validé que pour la douleur aiguë, donc tout ce qui est douleur chronique, arthrosique, ce genre de choses-là, probablement que c'est pas encore pertinent. Pour autant, voilà, l'idée est vraiment bonne. On a des animaux qui sont pas faciles à lire parfois. Probablement que petit à petit, en affinant le modèle, on pourrait arriver à avoir quelque chose qui pourrait nous dire de manière plus fiable ce que ça donne. Alors, très intéressant serait aussi de pouvoir coupler potentiellement ça avec des caméras qui seraient sur les gamelles de nourriture, comme c'est des choses qui sont en train d'arriver, parce que ça voudrait dire que ça pourrait nous alerter au quotidien ou sur des litières aussi. On pourrait prendre en photo le chat quand il vient dans la litière. Ça pourrait nous dire au quotidien, attention, non seulement le chat a tel souci nutritif, mais en plus, on voit un faciès qui exprime un inconfort ou de la douleur. Donc voilà, à creuser sur tout ce qui est Sylvester, mais ça marche. Vous pouvez, si vous voulez le tester vous comme ça, c'est accessible en posture grand public où on peut faire des photos de son chat. Alors, pour l'instant, vous voyez, je vous ai mis une illustration. Voilà, ce chat-là semble content, mais on est sûr qu'à 68%. Alors, 68% en termes d'IA, c'est pas, on espère mieux et je pense qu'il va y avoir mieux à l'avenir, donc à suivre. Et puis, dernière initiative, qui n'est pas une initiative présente dans Vivatech, mais qui était bien sympa. Et puis, c'était l'occasion de faire connaissance avec l'équipe de Niche Purina. Et je remercie Jeanne Châtel pour les invitations qui a organisé tout ça. Donc, en périphérie de Vivatech, Unleash Purina, qui est un programme d'incubation de start-up tech, qui a invité différents acteurs de la PetTech. Alors, il y avait des collègues vétérinaires, hein, vous en reconnaissez certainement, et aussi des sociétés qui sont incubées par ce programme-là. On voit que, voilà, on sent petit à petit que Nestlé Purina pose ses marques. Alors, le programme Unleash existe depuis longtemps, mais pose ses marques, organise des événements. Dans la suite du Purina Institute Global Summit que je vous ai présenté la dernière fois. D'ailleurs, je vous remets le lien pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Si vous voulez voir les replays, c'est présent sur la chaîne YouTube. Et puis, la prochaine initiative de Nestlé Purina dans le domaine de la PetTech, c'est d'être partenaire au London Vet Show de l'allée des startups. Donc là aussi, voilà, une volonté de se positionner sur l'innovation et dans tous les cas, une soirée assez sympa pour faire connaissance avec ou des acteurs de la PetTech ou retrouver des vieilles connaissances pour papoter tranquillement et débriefer sur la première journée puisque c'était le soir du jeudi en fait. Donc voilà pour ce qui était e-santé animale. Vous voyez, pas de choses marquantes en quantité, mais qualitativement, on avait des choses assez intéressantes. Si je résume, avant de prendre d'éventuelles questions, même si je vois que vous avez été sage, ça viendra peut-être sur la fin. Voilà, une édition, moi, je qualifierais moyenne, dans le sens où beaucoup de choses, beaucoup de monde, pas très agréable à suivre. Je vous avouerai que pour ceux qui m'ont croisé, m'ont souvent vu avec mon casque sur la tête pour m'isoler du bruit qui était très très présent. Voilà, on a parlé de souveraineté, d'ordinateur quantique, de cybersécurité et d'automatisation. On voit que la tech, finalement, évolue au gré des aspects sociétaux, avec les RH par exemple, mais aussi géopolitiques, qui ont un impact vraiment fort avec un monde qui est moins stable, on va dire, qui est plus incertain, et la tech s'adapte à ça. La e-santé, on a vraiment cette idée, la e-santé générale humaine, de d'améliorer le dépistage précoce des maladies en rendant visible l'invisible, y compris les odeurs. Hein. Vous vous souvenez de ce que je vous ai parlé de dépister les composés volatiles. Et puis la PetTech, voilà, pas une grosse représentation. Et puis
ce côté partenariat. Voilà, on voit que si à défaut de s'étaler partout, Petno fait un partenariat avec Orange, Royal Canin fait un partenariat avec IBM. Voilà, on sent que ça discute et même s'il n'y avait pas d'initiative présentée, il y avait quand même des acteurs du monde vétérinaire qui étaient là pour nouer des partenariats, des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt bien en fait. Je trouve que c'était peut-être le point positif de ce Vivatech d'avoir eu, je dirais, une douzaine de vétérinaires que j'ai croisés ou dont j'ai su qu'ils étaient là. Ça veut dire que notre univers commence à infuser avec cet univers-là de manière plus importante et ça, c'est plutôt positif. Ben voilà, en gros, je vous ai fait le petit tour de Vivatech. J'espère que ça vous a plu et intéressé. Ouais, je vois Jean-Yves Gauchot qui met une remarque. Je vais reprendre vos remarques. N'hésitez pas, hein. Si vous avez des remarques et des questions, je vais prendre avant de conclure. Je vous ai remis le groupe WhatsApp, hein. Vous êtes pas mal à être dessus et j'essaie de vous mettre des news régulièrement. Alors, les prochaines news, elles vont être toutes fraîches puisque dès demain midi, je retrouverai probablement certains d'entre vous à Numanima. Numanima, c'est l'événement de la e-santé animale, hein, organisé alors numanima.com, voilà, organisé par VetIntech. Alors, je suis pas certain que c'est encore possible de s'inscrire pour demain, encore que essayez, envoyer un petit mail à Annick. En tout cas, voilà, je vous retrouve demain pour ça. Il y aura une journée et demie, des ateliers, du networking. On va parler d'intelligence artificielle, forcément, c'est un peu le gros sujet. Donc, je serai content de vous retrouver là-bas. J'ai remonté le chat pour voir, il y avait quelques remarques ou questions pour les partager à tous, si tout le monde n'a pas regardé parce que vous écoutiez. Alors oui, il y avait une première remarque de Marc sur les ATS pour les grands groupes qui fonctionnent avec l'IA, d'où les règles particulières pour les CV d'ailleurs. Alors je traduis pour les non trop sachants de ça. Les ATS, en fait, c'est des systèmes automatiques qui vont lire les CV. Donc ça aboutit à un phénomène qu'on connaît peu en fait dans notre domaine parce que je pense qu'en veto pur et dur, c'est peu présent pour l'instant. En tout cas, pour dépister le métier veto, ça viendra peut-être après. C'est-à-dire que c'est des systèmes automatiques qui lisent les CV et qui après font le tri. Donc ça veut dire que si vous avez un CV un peu original, pas classique, il y a des chances qu'il se fasse trier verticalement vers la poubelle. Donc on assiste quelque part à quelque chose d'automatisation des deux côtés, c'est-à-dire que les grandes boîtes prennent des ATS pour faire le tri parmi toutes les candidatures, et puis les candidats, je dirais, s'adaptent à ça en faisant souvent des CV avec ChatGPT ou ce genre d'outils pour dire, bah, fais-moi un CV qui colle pour être dépisté par les ATS. Donc c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Euh, sur une autre marque de Muriel, sur la caméra qui existe sur le distributeur, mais sans interprétation. Alors oui, pour l'instant, je dirais que c'est une première étape. Il y a des caméras sur les distributeurs. Claude qui nous dit sur la chatière de OnlyCat, quand la porte est fermée parce qu'il y a une pro-angle, oui, ça c'est vrai il y a ça. Donc en tout cas, cette idée de retenez ça parce que j'en ai déjà parlé en particulier en revenant des événements Pet Food Tech, on va dire, d'avril-mai. L'idée de filmer un peu en continu, en tout cas par moment pour capter des choses, c'est quelque chose qui va arriver. Donc, c'est bien s'il y a une caméra sur ça. Jean ici dit Sylvester, en France, on pourrait réfléchir à une telle initiative sur le cheval, sur le côté facial, euh, avec la qualification faciale de la douleur chez le cheval. Oui, j'ai vu passer des publications sur ça. Je pense qu'il y a aussi la possibilité d'analyser la face chez le cheval et puis il y a des outils aussi d'analyse plus globale du comportement. Je pense à Novostable que certains d'entre vous connaissent qui va voilà filmer le cheval dans son box et en fonction de ça en déduire des choses. Mais oui, je pense qu'on est au début d'une ère où la captation de certaines données va nous faire vraiment bien avancer. Je regarde. Hubert, merci. Imaginons une clinique de 10 vétos. Ah, tu poses une très bonne question, Hubert. Merci beaucoup. Et j'ai vu une illustration sur LinkedIn pas plus tard que tout à l'heure ce matin et je vais vous la partager sur le groupe WhatsApp qui était quelqu'un qui parlait à un cheval et qui lui disait, en fait, alors c'est en anglais, donc je vais essayer de retrouver la traduction et de la faire au mieux parce que je vous dis, c'est tout frais de ce matin, et qui lui disait, mais t'inquiète pas, le cheval, tu vas pas perdre ton boulot parce qu'il y a un tracteur, mais par contre, si tu as un cheval qui sait
comment on conduit un tracteur, c'est bon, tu seras survivant. Vous voyez un petit peu l'idée. Et dans la question d'Hubert qui dit, imaginons une clinique de 10 ASV et 10 vétos, combien de temps l'IA peut-elle faire économiser? Peut-on tabler sur 9 ASV et 9 vétos? Moi, mon point de vue est le tien, en fait, Hubert, actuellement. C'est-à-dire que on entend beaucoup, on ne sera pas remplacé, on ne va pas être remplacé. C'est parce qu'en fait, on considère les choses d'un point de vue strictement individuel en disant, moi, je ne vais pas être remplacé. Et c'est vrai, en fait. Alors, surtout si vous êtes là pour ces webinaires, vous avez moins de chances d'être remplacé. Mais sur des notions de volume, et de gain de temps et d'automatisation. Voilà, les ASV, il va y avoir des agents IA qui vont répondre au téléphone, qui vont prendre en charge une partie des avis. Les vétos, quand vous aurez fait du diagnostic assisté par radio, du diagnostic CITO assisté, voilà, différents outils qui vont vous guider, vous driver. Oui, je ne serais pas étonné qu'il puisse falloir moins de personnes pour faire la même quantité de travail. Et après, c'est toujours pareil, hein, c'est qu'est-ce qu'on en fera de ce temps? Ça rejoint une question qui avait été posée par un avocat qui était présent aux universités de printemps du SNVEL et qui avait effectivement abordé le même genre de sujet. C'est souvent abordé par des gens qui sont pas de notre milieu, en fait, ce sujet-là. C'est-à-dire, oui, on va pas être remplacé individuellement, mais il y a une partie de notre travail qui potentiellement pourra être fait et bien fait par des non-humains, on va dire ça comme ça. Et oui, ça arrivera. Après, dans quel délai, dans combien de temps ça peut économiser, je pense que ça va se faire petit à petit, comme je dis toujours dans ces moments-là, euh, plus lentement que ce qu'on pense ou craint, mais plus vite que ce qu'on croit. Voilà. Donc, alors je vois plein de gens qui tapent, donc ça déclenche des. Voilà. Il n'y avait pas de questions, mais ça lance un débat qui est très, très intéressant. Donc, merci pour ça. Je vais vous laisser taper tranquillement. Je, je vous repartage. Ah, en plus, il y aura même Naya à Viatech. Je vous repartage quelques petits liens pendant que je vois des gens taper. Donc, je vous remets voilà, les replays, les blogs et articles de synthèse que je publie aussi pour ceux qui veulent. Et je vois Jean-Yves qui est en train de taper un petit mot. Voilà, il y a Marc qui nous dit les métiers vont changer, d'autres services vont apparaître. Voilà, next step ordinateur quantique couplé à l'IA, effectivement, voilà, puissance de calcul avec de l'IA qui peut faire des gains forts. Alors, je vois plus personne qui tape si. Voilà. Ouais, Jean-Yves Gaucheux, effectivement, des métiers comme les experts comptables hein, voilà, où le remplacement est prévu et même anticipé pour ceux qui travaillent avec leur comptable actuellement. Effectivement, il y a pas mal de changements et d'automatisation. Et comme tu dis, oui, Jean-Yves, dans le monde veto, oui, peut-être plus tardif et encore, c'est difficile de savoir là. Je parlais de ça avec des gens que je voyais à Vivatech où je disais qu'en 6 mois, j'ai l'impression d'avoir vu une forme d'accélération globale technologique que je ne pense pas avoir vu avant. Donc voilà, on va voir. Restons en observation. Je pense que c'est le meilleur moyen d'anticiper comment s'adapter à ce qui va arriver, de bien savoir ce qui se passe. C'est bien aussi que nos entités s'emparent de ça. Je vois Christophe Leby qui est en train d'écrire, donc je pense qu'il y aura des sujets qui arriveront. Bon, alors après, Claude, tu pars beaucoup trop loin en me demandant si l'intelligence pure se séparera-t-elle un jour de son enveloppe organique. Donc pourquoi pas je vois, un webinaire philo pour voir tout ça. Donc bah, vous êtes resté bien sagement jusqu'à là. Donc merci pour votre attention. Si vous trouvez que ces webinaires sont intéressants, n'hésitez pas à l'indiquer à des collègues pour qu'ils s'inscrivent des prochaines fois ou pour qu'ils aillent sur la chaîne YouTube pour voir ça en replay. Également, petite nouveauté, là je suis maintenant chaud et je suis prêt à prévoir ça. Vous avez des podcasts. Je sais qu'il y en a qui préfèrent écouter ça en voiture. Donc, ce webinaire-là sera disponible en replay podcast. Alors, normalement, il y a un tout petit peu de perte, mais globalement, on a le temps. Donc, pour ceux qui sont beaucoup en voiture, je pense que ceux qui font de la rurale, de la mixte, de l'équine ou ceux qui ont des déplacements longs. Merci à toutes et à tous. Bon courage pour retourner dans vos cliniques ou dans vos entreprises. Et puis, à une prochaine fois, je pense qu'il y aura une petite pause de webinaire en juillet et ça devrait reprendre fin août avec différents projets. Merci à toutes et à tous et à bientôt.